résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs. C'est l'heure de votre émission hebdomadaire de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Alors pour m'accompagner aujourd'hui au micro, une animatrice fantôme, Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Nabou. Au micro et à la technique Eric. Bonjour Eric. Alors bonjour Nabou, bonjour Déborah, bonjour Strasbourg, tout le monde et tout l'univers. Alors de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui ? Eh bien, après la polémique qui a déferlé sur les ondes et les réseaux sociaux à propos du hijab de learning, il nous a semblé important de faire une émission sur cette question parce qu'on dit beaucoup de choses autour du port du voile, tant qu'il est difficile de démêler le vrai du faux. Alors nous avons décidé de poser cette question à de vrais spécialistes capables de répondre à cette problématique des femmes musulmanes afin qu'elles nous en parlent. En effet, nous avons invité dans notre studio Sarah et Soumia, sa sœur, ainsi que Marie-Jeanne. Bonjour mesdames. Bonjour. Deux d'entre elles portent le voile et la troisième non, mais nous allons laisser prendre un peu de suspense avant de vous révéler qui, et ainsi laisser ces femmes nous en dire un peu plus. Pouvez-vous vous présenter et nous dire si vous portez le voile ou non, ainsi que ce qui a importé pour vous dans ce choix. Alors bonjour tout le monde, je me présente, je suis Soumia et je porte en effet le voile. Alors je ne peux pas vous donner de raisons concrètes pour lesquelles je porte le voile. Par contre, je peux vous dire que ce n'est pas une demande de la part de mes parents, ce n'est pas culturel, ce n'est pas voilà, c'est vraiment un choix réfléchi et personnel. Je suis encore en pleine réflexion sur les raisons qui me poussent à le garder et pourquoi est-ce que je mène ces combats quotidiens. Et voilà, j'ai pas de raison encore concrète et concise. C'est une réflexion, je pense, que j'aurai pendant un bon bout de temps avant de pouvoir poser des mots là-dessus. Merci. Alors, qui veut parler ? Bonjour, moi c'est donc Marie-Jeanne. Je porte également le voile et la raison pour laquelle je le porte, alors c'est pareil que ma voisine, c'est assez difficile à expliquer parce que finalement justement c'est un choix personnel qui est intérieur, qui est lié à la spiritualité. Donc on n'a pas vraiment, je pense, d'explication précise, de raison parce que c'est pas... Enfin voilà, c'est intérieur. C'est simplement le fait que moi j'ai commencé en tout cas à le porter en pratiquant ma religion parce qu'on le met quand on fait la prière, parce que on le met quand on va à la mosquée et ainsi de suite. Donc dans ces circonstances, puis petit à petit, je me sentais mieux avec et j'ai eu le besoin un jour de dire en fait, je me sens bien, donc je veux le garder sur moi. Voilà. Après, il n'y a pas de... Ok. Du coup, bonjour Strasbourg. Moi, je m'appelle Sarah. Comme il y en avait deux qui le portaient, une qui le portait pas, moi je le porte pas. Plutôt je le porte plus parce que je l'ai porté pendant un certain moment. Je l'ai porté très jeune, vers 11-12 ans. Puis il y a eu une loi un jour qui nous a renvoyés de l'école et puis ensuite j'ai fait ma vie. Et aujourd'hui j'avais plus envie de le porter. La question c'était pourquoi est-ce qu'on le portait. Je pense que en fonction entre 11 ans et 20 ans, j'ai vécu différentes phases de ma vie. J'étais une petite fille, puis une ado, enfin une pré-ado, une ado. Et puis après, je suis devenue une femme, etc. Et à chaque étape de ma vie, j'ai eu un rapport différent à ce voile. À mon adolescence, moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé pour passer cette période-là. On va pas forcément détailler... Mais quand on me demandait pourquoi tu le portes, moi c'est quelque chose qui m'embête un petit peu, même si à l'époque j'avais pas assez d'assurance pour dire aux gens en fait j'ai pas à me justifier. J'estime que c'est un truc qu'on n'a pas à se justifier dessus. Quand on est à la limite avec des amis ou des choses comme ça et qu'on parle un peu de nos choix de vie, oui c'est quelque chose qu'on peut partager. Mais la problématique du voile aujourd'hui et de pourquoi on le porte et en fait, c'est plutôt pourquoi vous voulez nous empêcher de nous habiller comme on veut. Et si je peux rattacher cette question à une autre, c'est pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on continue à discuter de comment les femmes s'habillent, pourquoi tout le monde se sent légitime à faire des commentaires, pourquoi est-ce qu'on nous demande de nous justifier, de donner des raisons. Enfin, moi, je trouve ça assez hallucinant. Donc,
ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la spiritualité, c'est vrai. Il y a des personnes pour lesquelles c'est purement spirituel, pour d'autres c'est purement culturel aussi. Pour des personnes, ça peut être des raisons, c'est un peu du folklore, et je pense qu'il y a autant de raisons de le porter que de personnes. Voilà, et on peut pas nous demander d'être en hyper conscience de nos choix de vie, de nos choix vestimentaires et de nos goûts, et etc. Voilà. Ok. Ouais. L'idée, effectivement, c'était pas de vous demander de vous justifier, c'était vraiment pour essayer de faire du debunking par rapport à tout ce qui est dit, surtout à la place des personnes qui le vivent elles-mêmes, quoi. Parce que souvent la parole a été confisquée. Et donc du coup, on dit souvent justement que l'obligation faite aux femmes de porter le voile, c'est un élément d'une domination masculine, patriarcale vraiment outrancière. Peut-être, et là je dis bien peut-être, est-ce vrai pour les pays où le fait de se promener dans l'espace public sans voile, entraîne des peines de prison. Du coup, on utilise ici l'image de ces femmes qui se dévoilent comme le summum de la lutte féministe. Ce qui permet de stigmatiser ici, en France, les femmes qui décident de porter le voile en France, et de dénoncer une régression dans le combat féministe. Alors, quelle est la réalité de cette situation? Chez nous, d'où vient l'oppression? Comment est-ce qu'il veut? C'est une question compliquée, j'imagine. Mais... Peut-être pour rebondir sur le fait qu'on prenne en exemple des pays où, en effet, je pense à l'Iran, le port du voile est obligatoire dans la rue. Il y a des femmes qui vont se battre pour pouvoir ne pas le porter, qui se battent pas nécessairement contre la religion, mais qui se battent pour pouvoir s'habiller comme elles veulent aussi dans la rue. Moi, ce que je trouve un peu, le combat de ces femmes, c'est un combat qu'il faut soutenir. Et si on revient à la base de ce que c'est en fait, laissez-nous nous habiller comme on veut. Donc à ce moment-là, je me sens complètement solidaire, et je pense que les femmes voilées de France en général aussi le sont. Moi, je trouve ça malhonnête d'aller chercher justement des exemples dans d'autres pays. C'était comment ça s'appelle, Badinter, qui avait dit Elisabeth Badinter, qui avait dit alors je vais faire un raccourci, c'était il y a quelques années, un papier dans lequel elle avait écrit les femmes voilées desservent le combat des femmes, des féministes en France, etc. Et si elles veulent être opprimées, elles ont qu'à aller en Afghanistan, en Arabie Saoudite. Et là, c'est problématique parce qu'en fait, on rattache le voile à des personnes qui seraient étrangères. On le rattache à d'autres pays. Enfin, je trouve que le débat est biaisé, ouais, et malhonnête. Et par contre, ça rend visible l'aspect en fait raciste qu'il y a chez les personnes qui se mobilisent contre les femmes voilées. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Moi, voilà, par rapport à ce que vous disiez, quand on rapporte au combat féministe. Alors pour moi, effectivement, le féminisme c'est important, mais la première chose qui m'a frappée, je porte le voile, ça fait maintenant, je crois, 10 ans, voire ça doit faire une dizaine d'années. Et quand il y a eu une période où le féminisme s'est fait beaucoup plus voir, ou alors j'étais simplement plus âgée et donc je le voyais plus. Et les sensations que j'ai eues, en tout cas ces dernières années, c'est de dire mais ces féministes, c'est pas vrai, elles se battent pas pour les femmes parce que en fin de compte, elles se battent pas pour moi, elles se battaient contre moi. Il y a beaucoup de femmes qui justement se battaient. Il faut sauver. Si je vais parler en personnel, ce que je ressentais, il fallait me sauver parce que c'était horrible. J'étais oppressée. C'était quelque chose d'abominable. On voyait à la télé que, au contraire. Donc, quand on voit dans d'autres pays, il faut soutenir les femmes pour qu'elles aient le droit d'enlever et pour interdire cette loi qui les oblige à porter le voile. En France, on réfléchit à des lois qui vont nous obliger à enlever le voile et à nous interdire finalement de nous habiller comme on l'entend. Et c'était très désagréable. Ça m'a pour aller jusqu'au point où j'ai eu un moment où je me disais mais je suis née française avec des parents français, donc je suis reconvertie d'une lignée en plus. Il y a pas. J'étais vraiment en France, donc aucune autre origine finalement à quoi me rattacher. Et j'ai eu une période où je me disais que finalement, je pouvais même plus être considérée comme française parce que pour travailler c'est compliqué, pour refaire des études c'est pas possible. C'est une conviction intérieure, donc c'est un peu, j'aime bien dire, c'est comme une personne qui est végétarienne. Si on lui disait mais madame vous êtes végétarienne, si vous voulez reprendre des études vous êtes obligée d'abord de manger ce steak. Enfin c'est pas normal, c'est la personne elle le ressent mal. Pour nous c'est la même chose. Quand on fait ce choix de porter le foulard, on a besoin de ce foulard pour se sentir bien. On va aller à l'école, on va l'enlever. C'est pas pareil. On n'est pas nous finalement parce qu'on vit avec ce voile. Comme je disais, c'est vrai que tu as fait le choix de l'enlever.
tu as été libre de l'enlever. Et c'est ce qui est important, d'être libre de pouvoir le mettre, ne pas le mettre, d'être libre aussi d'interpréter les textes qui se rapprochent par exemple au voile comme on l'entend. Il y a des femmes qui vont l'entendre comme étant un voile qui est grand, d'autres qui vont dire ben non, c'est simplement c'est pas le voile en lui-même, c'est autre chose, c'est pas pour les cheveux. Enfin, chacun doit être libre justement d'interpréter ça comme il l'entend. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui en France, on est encore justement à se dire mais la femme n'est toujours pas libre. Enfin, moi on me disait mes ancêtres se sont battus pour qu'on puisse s'habiller comme on veut. Et donc c'était horrible. Voilà, on porte un foulard, c'est ce qu'on entendait. Mais aujourd'hui, je pourrais me battre pour vouloir m'habiller. Enfin, le combat est pas terminé, quoi. Pour m'habiller comme je veux, c'est toujours pas gagné. Voilà, on continue à batailler et c'est malheureux. Ouais. Et c'est toujours les femmes, c'est toujours pas. C'est encore une fois qu'au niveau des femmes. Finalement, que ce soit ici, enfin chez nous, dans les autres pays, c'est surtout sur l'aspect de la liberté en fait, sur lequel il faudrait se battre et pas sur un aspect vestimentaire et puis laisser le choix en fait. Laisser le choix et la liberté, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, dans votre éducation religieuse, comment parle-t-on du voile et quelle place est faite au voile et au fait de le porter? Alors pour ma part, dans ma famille, on est 4 sœurs, je suis la seule à le porter. Pour autant, mes parents ne m'aiment pas plus que mes autres sœurs. Au contraire, mon père me dit toujours, d'ailleurs au moment où j'ai voulu le porter, c'était assez tôt, c'était début du collège. Ça faisait déjà 1 an que j'insistais auprès de mes parents pour me laisser le porter, parce qu'ils me répétaient sans cesse que j'étais assez jeune, qu'il fallait que je réfléchisse vraiment à cette décision, parce que en plus du fait d'être en France et des difficultés auxquelles je pourrais faire face, c'est vraiment un choix qu'il voulait s'assurer qu'il soit vraiment personnel et bien construit. Et donc voilà, j'ai dû insister vraiment longtemps auprès d'eux pour pas qu'ils me donnent l'autorisation, mais je voulais vraiment être en accord avec eux, donc j'ai longtemps discuté avec eux, etc. J'ai finalement pu le porter. Et voilà, dans ma famille en tout cas, oui, le voile, ils apprécient le fait que je porte le voile, etc. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont moins aimer mes autres sœurs ou les dénigrer ou les comparer constamment à moi ou autre. Voilà, mes parents sont très fiers de mes autres sœurs et voilà. Et en fait, l'éducation porte plus sur tout ce qui va autour, c'est-à-dire le comportement, l'état d'esprit, etc., que vraiment le fait de porter le voile. Voilà. Marie-Jeanne, alors moi, en ce qui me concerne, il n'y avait pas trop pas trop la question du voile finalement, puisque c'est pas culturel. Cette religion-là était pas culturelle. Je suis dans une famille qui a pas forcément la religion. On n'a pas, c'est pas une famille très catholique ou très. C'est plutôt. J'ai été éduquée d'une façon assez libre dans mes choix, avec cette conviction que je pouvais faire mes choix et qu'il fallait que j'aille au bout de mes choix et que c'était comme ça qu'on avançait. Après, c'est certain que le jour où j'ai décidé de porter le voile, même d'ailleurs le jour où j'ai décidé de me reconvertir, ça a été quelque chose qui était malgré tout difficile à apporter parce que c'est un choix qui est personnel. Justement, on s'attend régulièrement. Et puis d'ailleurs, il y a des personnes, j'en parle pas beaucoup parce que c'est des choses où j'ai pas envie de débattre. Comme on disait, j'ai pas envie de me justifier pourquoi je le porte pas, d'essayer d'expliquer ces choses-là. Ça fait partie de moi et je suis contente parce que dans ma famille c'est bien passé, j'ai pas eu besoin de me justifier, ça a pas fait débat à part avec 2-3 personnes qui sont plus âgées et avec qui effectivement c'était un peu complexe, mais ça a été bien accepté. Après, je pense que dans d'autres familles qui n'ont pas la culture, c'est beaucoup plus compliqué et puis peut-être dans d'autres, je sais pas trop. En tout cas, de mon côté, ça a été très agréable. Du coup, moi, c'est un peu en décalé. Avec Soussou, on a 10 ans d'écart. À l'époque où je l'avais porté, j'ai porté à mon entrée en 6e, donc c'était l'an 2000. Un nouveau millénaire, nouveau look, nouvelle vie et tout. Il y avait pas de problème à l'époque, donc je l'ai porté, mais j'étais en sport-études, donc il y avait des soucis au niveau du judo. C'était une période où c'était un peu flou, dans le sens où j'ai l'impression qu'on testait un peu les gens en disant mais en fait c'est pas possible, mais si tu venais avec beaucoup d'assurance à l'école, on te laissait. Donc au niveau de ma famille, je suis l'aînée. Ça avait l'air assez, ça s'est passé très normalement. J'ai pas eu à discuter moi avec Abby à l'époque. J'ai juste dit, je rentre en 6e, je porte le voile. Voilà, pour moi j'étais devenue dans ma tête de petite fille de 11 ans, j'étais une femme. J'allais au collège, quoi. J'y allais toute seule à vélo et tout. Et après je voulais l'enlever. Voilà, je suis arrivée en 5e, 4e. Je dis tiens, je vais l'enlever.
Et là, ma famille, mon père, ma mère m'ont dit, c'est un peu bizarre si tu l'enlèves au milieu de l'année, attends l'été. Et entre-temps, il a commencé à y avoir des débats sur le voile, etc. Donc là, je suis en 4e. Et j'ai eu une éducation très religieuse. Et dans ma tête, c'était normal. Enfin, c'était la norme pour moi de le porter à un moment donné. Et c'était un peu comme, dans ma tête, je pense, comme un rituel de passage à... et puis tu gagnes en autonomie, en crédit, etc. Et quand il y a eu ces débats autour du voile, moi qui voulais l'enlever, j'ai commencé à vraiment me poser la question de pourquoi je le portais. Et donc je posais des questions un peu amères pour en savoir plus que juste l'éducation un peu comme ça. Et finalement, je me suis attachée à ça. Alors, je vais pas faire de psychanalyse. Est-ce que c'est un esprit de contradiction ou quoi? J'en sais rien. Mais en tout cas, après, je voulais plus l'enlever. Et voilà. Et puis finalement, on saute plein d'années. Et puis un jour, ce qu'il y a dans la famille, c'est que mes parents sont très religieux, mais leur famille, à eux, ne le sont pas. Et par exemple, il y a une partie de la famille pour laquelle le fait de porter le voile, c'est une régression énorme, par exemple. Et c'est assez mal vu. Et par exemple, quand ma mère a porté le voile à son époque, on se moquait d'elle. Elle a commencé à le porter en hiver, elle portait une écharpe qu'elle mettait autour de sa tête. Et le jour où ils se sont rendus compte que en fait, elle avait tout le temps un truc sur la tête et que le printemps arrivait et l'été, et elle avait toujours un truc sur la tête, ça a été un peu compliqué. Et pour ses autres sœurs qui étaient genre féministes première ou deuxième vague, je sais pas comment on dit, c'était oh mon Dieu, un peu le discours qu'on peut entendre de la part de féministes d'ancienne génération qui n'ont pas beaucoup de nuances, on va dire, dans leur discours. Donc voilà, en fait, même si nous on est issus de familles plutôt musulmanes, y compris, enfin, je veux dire, dans les familles de tradition, de culture musulmane, il y a différents sons de cloche et on connaît des personnes qui portent le voile et qui sont de familles de tradition musulmane et pour lesquelles c'est pas facile parce que parfois les pères vont être un peu complexés en mode mais maintenant on va dire que moi je t'oblige à le porter et tout, donc c'est vraiment très variable, je pense. Ok, merci. Pour le voile, hijab, niqab, quelles sont les différences, pas seulement de style, mais dans le fait de choisir ce vêtement et pas un autre? Alors moi, je pense, mais c'est ma vision personnelle, je peux pas parler au nom de toutes. En tout cas, de mon point de vue, à partir du moment où c'est leur choix personnel, qu'elles se sentent bien comme ça, finalement, c'est un choix, c'est comme de choisir une couleur plutôt qu'une autre, de pas aimer s'habiller en jaune, mais de préférer s'habiller en vert, comme d'avoir envie de porter des jupes qui sont courtes ou des jupes qui sont longues. Enfin voilà, ça fait partie on choisit un style, on choisit des choses. Je pense que les femmes qui sortent en niqab, enfin pour celles qui en tout cas font le choix vraiment de porter le niqab, c'est un choix, c'est leur spiritualité. Elles le vivent, elles estiment que, comme je disais dans les textes, on les lit avec le cœur. Ils sont pas écrits noir sur blanc comme une loi, et encore même la loi finalement on peut l'interpréter un peu comme on veut, mais je veux dire c'est des textes, ils peuvent être interprétés un peu au bon vouloir de chacun. Il y a des mots qui, quand ils sont traduits, peuvent être traduits de différentes façons selon les personnes, et en fait libre à chacun justement de l'interpréter pour son ressenti intérieur, là où finalement elle se sentira le mieux pour être dehors et le plus à même avec elle-même. C'est voilà, je dirais, c'est comme végétarien, végétalien et ceux qui mangent la viande, quoi, entre guillemets. Par rapport aux différents voiles, bon, il y a ce côté-là aussi très personnel de style, etc. Mais il y a aussi, du coup, le voile, ça vient quand même de la religion musulmane, en tout cas dans notre cas. Et il y a, je viens de revérifier, il y a 4 grandes écoles. Nous, on est plutôt de tradition malikite, a priori, parce qu'on est d'Afrique du Nord, etc. Et dans l'islam, il y a plein de groupes et d'approches différentes. Et à partir du même texte, les personnes vont avoir une sensibilité différente et vont avoir une interprétation différente en fonction de la région du monde, de la culture, et etc. Et du coup, il y a des régions du monde, par exemple, on prend tout le temps l'Arabie Saoudite. C'est vrai que là-bas, les femmes se couvrent le visage, etc. Et c'est lié à une compréhension du texte. Et donc maintenant, si on revient ici, en France, en 2019, je pense qu'il y a des personnes qui portent le niqab, qui pensent que c'est une obligation religieuse. Et je pense que c'est un choix qu'il faut aussi respecter. Et je sais pas trop. Mais je pense. Alors après, il y a les pays, on en parlait, où c'est obligatoire. Alors il
il y a certainement peut-être des femmes qui portent le niqab parce que c'est le choix du mari, parce que je sais pas, enfin j'en sais rien. Je veux dire, je connais pas tout le monde, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font le choix de se couvrir le visage et c'est un choix personnel. Alors effectivement, parce qu'elles interprètent certainement un texte et qu'elles interprètent le texte d'une façon où pour elles c'est obligatoire, mais ça veut dire que on est nombreuses quand même des femmes à lire les mêmes textes et à pas se sentir, à se dire tiens, je vais sortir dehors. Moi personnellement, voilà, si demain on me dit je porte le niqab, je me sentirais pas aussi à l'aise qu'avec mon foulard d'aujourd'hui parce que c'est comme ça que je ressens ma religion. Et je pense que ces femmes-là qui sortent, alors elles se couvrent le voile, mais elles le ressentent au jour d'aujourd'hui, en tout cas leur religion, avec ce besoin justement d'être peut-être jusqu'au bout et d'avoir ce qui couvre le plus. Après, c'est pour ça que c'est un cheminement, c'est spirituel. Il faut effectivement regarder, est-ce que c'est simplement une lecture de texte et quelqu'un qui a dit un jour tu dois t'habiller comme ça, c'est obligatoire, ou est-ce que c'est une recherche spirituelle, un travail en soi-même. C'est toujours compliqué de décider à la place des autres, de savoir ce qu'il y a derrière. Mais c'est certain que la femme qui décide de porter... que ce soit le niqab, le djilbab ou tout ça, elle a quelque chose derrière qui fait qu'elle se sent bien dans cette tenue-là. Du coup, j'ai l'impression qu'il est un peu le temps de faire une petite pause musicale, histoire de maturer un peu tout ça. Alors, mon choix n'est pas tout à fait sans rapport, enfin, à mon sens en tout cas, n'est pas sans rapport au sujet d'aujourd'hui. Alors, vous confirmerez ou vous infirmerez mon propos après la chanson de cette immense artiste qui est Sinéad O'Connor. Alors vous savez, la chanteuse qui se rase le crâne. Il paraît, dans les années 90, quand elle commençait à avoir beaucoup de succès, son producteur lui aurait dit de laisser pousser ses cheveux, que ça la rendrait plus sexy et qu'ainsi elle vendrait plus d'albums. Mais alors du coup, la jeune artiste a décidé que ce serait pour son talent qu'elle serait reconnue. Alors le lendemain, de retour pour ses enregistrements, elle s'était rasé les cheveux, ce qui n'y a pas fermé les portes du succès. Au final, les cheveux ras sont devenus un peu sa marque de fabrique. Alors je vous propose d'écouter de Sinéad O'Connor, Fire of Babylon. Les étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour, vous êtes encore sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers et des résidentes étrangères. Nous sommes sur RBS 91.9. Nous parlons aujourd'hui du port du voile. Alors, le geste de Sinéad O'Connor quand elle s'est rasé la tête... les cheveux, est-il sans rapport avec vos choix, les filles? Alors, pour revenir sur le fait qu'elle considérait que son talent passerait avant son apparence physique, moi, en fait, j'ai un peu la même conception, c'est-à-dire que dans mes interactions sociales, etc., je me sens plus à l'aise en me disant que, par exemple, si une personne m'approche, que ce soit une fille ou un garçon, d'ailleurs, que ce soit amical ou autre, de me dire, en fait, elle m'approche pas parce que... je sais pas, j'ai des beaux cheveux ou parce que je suis sexy ou parce que voilà, j'ai du charme ou autre, mais elle m'approche parce que elle a dû entendre quelques propos de ma part et du coup ça l'a intéressée, qu'elle aimerait faire plus ample connaissance avec moi ou interagir avec moi ou autre. Donc voilà, donc c'est vraiment pour moi le foulard me permet aussi de mettre de côté cet aspect-là de plaire physiquement et aller au-delà et voilà, pour avoir interagir avec les gens en étant certaine que voilà, c'est vraiment ma personne et pas seulement mon apparence physique qui les attire ou qui les... Parce que c'est vrai que même socialement, voilà, les êtres beaux attirent toujours plus que d'autres. Et voilà, et aller au-delà de ça et pouvoir apporter quelque chose de plus qu'une simple plaisance physique. J'ai retrouvé le nom de... quand tu as parlé d'elle, elle s'est rasée la tête parce qu'on lui a en fait proposé qu'elle les laisse plus longs. Parce que s'il était plus jolie, ça aiderait sa carrière. Et la lycéenne en 2004 qui s'était... et ça s'est passé à Strasbourg en fait. Donc elle s'appelle Jeannette. À 15 ans, elle doit aller au lycée. 2004, le Concleval, elle vient avec un bob. Et on lui refuse l'entrée. Et du coup, elle y va pas. Et elle revient un autre jour pour accéder au lycée. Elle s'est rasée la tête, pareil. Ouais, et du coup, après, elle a enlevé son voile et elle est rentrée avec la tête rasée au lycée. Ouais. Un geste courageux. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on en revient au même, quoi. Sarah O'Connor, du coup, quand elle a voulu commencer à chanter, on lui a dit que si elle voulait réussir, il fallait qu'elle se laisse pousser les cheveux. C'est revenir, voilà, plutôt que de prendre le talent de la femme, la ramener encore une fois à son apparence, à sa façon de faire et effectivement c'est un geste, je pense, qu'on retrouve dans les convictions, en tout cas moi dans le fait de porter
Le foulard, effectivement, je peux retrouver dans sa conviction de dire je veux être par mon talent, donc je ferai finalement pas ça, je suivrai mes convictions. Et donc, je raserai même ma tête. Et c'est un peu pareil. Et pour autant, une personne qui souhaite du coup se mettre en valeur ou qui arrive à avoir certaines interactions sociales, disons par ses charmes ou n'importe. Enfin, il y a pas de souci avec ça du moment que c'est voulu et que c'est personnel, tu vois. Ça doit être une volonté. Et au contraire, parce qu'on parfois on a tendance à faire un glissement inverse et on peut reprocher aussi à certaines femmes d'être trop sexy, d'être trop féminine. Enfin, l'idée de base, en tout cas, j'ai l'impression que les trois on est d'accord là-dessus. C'est juste de pas avoir de jugement là-dessus et de laisser les personnes gérer ça à leur manière, quoi. Ça se trouve, Shane O'Connor, elle aurait voulu avoir les cheveux longs, hein. Et en fait, quelqu'un lui a dit non, fais-toi couper les cheveux, et depuis, elle s'est rasée la tête. Juste pour revenir justement sur ces pseudo-féministes qui nous reprochent, nous qui portons le voile, de ne pas nous donner la valeur qu'on mérite et de cacher notre beauté derrière un voile. Enfin, j'ai eu souvent au lycée ou au collège, à l'entrée de l'établissement, quand je devais retirer mon voile ou quand je devais le remettre, quand on avait la directrice ou autre de l'établissement et qui me dit mais vous êtes tellement belle, pourquoi vous cachez derrière un tel tissu, ou voilà, quelques fois où j'ai dû parler avec justement des féministes ou autres qui me disaient en fait sans se clasher de leurs propos, c'était presque vous faites honte un peu au combat qu'on mène et vous régressez, et au lieu de montrer voilà que vous êtes là, que vous êtes femme ou autre, en fait c'est comme ça que je suis femme, et voilà, et en fait je me sens femme en étant telle que je suis, avec l'apparence que j'ai, et voilà, c'est un peu combattre justement cette hypersexualisation des femmes, de toujours être sexy, de toujours devoir plaire, etc. Non, en fait, moi je décide de plaire autrement et de vivre ma vie de femme. Ouais, voilà, ou de ne pas plaire tout court. Parce que on dirait que c'est limite un devoir des femmes de toujours devoir plaire et d'être belle, ou selon leurs critères et pas selon les critères universels. Enfin, on a autant de définitions de féminisme qu'il y a de personnes, je pense, pour revenir sur les propos de Sarah au début, on a autant de raisons de porter le voile qu'il y a de filles qui portent le voile. Je pense que le féminisme, il est pas, on n'a pas une seule définition du féminisme et une seule expression du féminisme, et voilà, ça dépend de comment on le perçoit. Et pour rebondir en fait sur ce que tu dis, c'est qu'on arrive dans une société où en fin de compte, tu vois, on arrive au point où on se dit avec le foulard finalement on plairait moins et on serait moins belle, alors que c'est pas vrai. Une femme, elle est belle avec un foulard, avec des cheveux courts, avec des cheveux longs, sans foulard. Et on est arrivé effectivement dans une société où en fait la femme belle est une norme. Voilà, elle est mince, elle a des longs cheveux comme Sarah O'Connor aurait dû avoir. Elle se montre, elle met ses formes en valeur, elle doit. Et les autres finalement ne veulent pas plaire ou ne sont pas belles. Et je trouve ça malheureux, parce qu'une femme c'est une femme et elle est toujours belle parce qu'elle dégage, parce qu'on voit d'elle, et pas parce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Alors que ça devrait être l'inverse. On devrait arriver à un point où la femme est belle de l'intérieur et où toutes les femmes sont considérées belles. En fait, l'idée aussi, c'est que l'objectif au quotidien des femmes ou des hommes, ou peu importe le genre qu'on se donne, parce qu'on est aussi vachement dans un truc très binaire, femmes et hommes et tout. C'est pas l'objectif d'une journée de plaire, et c'est pas l'objectif d'une journée de correspondre à une certaine norme, etc. Et après, tu l'as précisé à la fin de ton intervention, mais c'est vrai qu'il n'y a pas qu'un seul féminisme. Et quand j'étais ado, je connaissais pas beaucoup de gens hyper militants, parce que voilà, t'es au lycée. Et les féministes qu'on entendait à la télé venir se battre pour les pauvres petites filles volées à qui on donnait jamais la parole, en fait, parce qu'elles étaient aliénées. Moi, j'ai une prof j'essaie de lui expliquer au collège, donc 3e, j'essaie de lui expliquer que je portais le foulard parce que je voulais le porter. Elle me fait non, mais en fait t'es manipulée, et t'es là, enfin je suis en train de te dire que je veux le porter, tu vois, mais et du coup c'est une période où je n'aimais pas le féminisme, parce que pour moi le féminisme c'était ces femmes entre 30, 50 ans, tu vois, du coup très blanches aussi, bien éduquées, avec un certain niveau académique, etc., qui venaient nous expliquer à la télé c'était quoi être une femme, et c'était quoi être une femme bien et libérée. Et on parlait au début de ce truc de dévoilement, le fait que les femmes se dévoilent dans d'autres pays, c'était le summum de la lutte féministe. Et on a entendu il y a quelques années un retour sur l'histoire pendant la colonisation algérienne, les cérémonies de dévoilement qui étaient d'ailleurs complètement fabriquées. Ça renvoie un peu à ce rapport-là. Et en fait, des féminismes, il y en a plein.
C'est ça. On est dans je pense qu'on a des vies de plus en plus complexes avec des socialisations très différentes. Déjà, on vient d'un certain milieu, on a une certaine éducation, mais on socialise avec des personnes différentes. Rien que nos goûts musicaux nous font rencontrer des personnes différentes. Et du coup, toi, par exemple, t'as des parents français, comme tu dis, donc t'es pas racisé. Nous, on va être racisés. Et les problèmes qu'on rencontre, ils sont souvent à l'intersection de plein de stigmates qu'on peut avoir, le fait d'être une femme, le fait d'être racisée ou pas, le fait d'avoir fait des études ou pas, de réussir à travailler ou pas, et plein d'autres choses aussi. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu le quotidien d'une femme qui porte le voile à Strasbourg aujourd'hui ? Alors, je vais vous partager le mien. Enfin, j'habite pas à Strasbourg, j'habite à Mulhouse, du coup. Alors, le quotidien... Alors déjà, je suis étudiante à l'université. Donc, disons que j'ai passé le cap le plus dur de ma scolarité, c'est-à-dire le collège et le lycée, cette période durant laquelle je devais retirer le voile, etc. Et c'est une période aussi durant laquelle j'ai eu pas mal de petits problèmes avec à chaque fois les chefs d'établissement, les surveillants ou autres, parce qu'ils m'avaient vraiment à l'œil et ils cherchaient à chaque fois le moindre faux pas de ma part pour me reprendre. Enfin, une fois, je suis rentrée... pas dans l'établissement, mais on avait une sorte de cours avant de rentrer dans l'établissement. Et donc, j'avais gardé ma capuche avec un bandana. Et donc, j'ai vu le proviseur adjoint sortir en courant de l'établissement et venir à ma rencontre avant que j'entre dans l'établissement. En mode stop, arrêtez-vous là, vous commettez une infraction incroyable. Alors, je rappelle qu'on était en hiver. Donc, j'ai gardé mon bandana parce que j'avais froid aux oreilles. Et que j'avais peur, en fait, que le fait de retirer mon voile et de faire face directement au froid me cause une otite. Et donc voilà, il s'est directement amené en me criant dessus, en me disant qu'il allait appeler les forces de l'ordre si je retirais pas mon bandana et que plein de propos totalement aberrants. Donc je lui ai juste demandé de me laisser entrer dans l'établissement afin que je n'attrape pas froid. Donc j'ai retiré mon bandana, en fait, et j'ai gardé ma capuche. Il m'a pas laissé passer, il a appelé mon père, voilà, tout le tralala, le quotidien un peu d'une lycéenne. Donc maintenant je suis à la fac, j'ai pu passer ce cap, mais j'ai malheureusement eu encore un petit incident l'année dernière. Donc j'ai choisi comme lieu libre, donc unité d'enseignement libre, le sport. Donc j'ai choisi handball parce que par le passé j'ai aussi fait 4 ans d'handball et j'ai dû arrêter au moment où je pouvais passer en professionnel à cause du foulard. Donc j'ai eu l'occasion de reprendre le handball, donc j'ai repris. Et lorsque je suis allée discuter avec le responsable, en fait, du gymnase pour lui demander quelques informations, il m'a dit écoute, j'accepte déjà il me donnait l'autorisation de pénétrer dans le gymnase. Il me disait si au début de la séance et à la fin de la séance tu me montres une mèche de cheveux. Donc je lui ai demandé quel était le sens de sa requête. Il m'a répondu, je lui ai dit qu'il savait absolument aucun sens et que voilà. Il m'a dit écoutez, je peux aussi considérer que le fait que vous portiez ce truc sur votre tête n'a pas de sens. Donc voilà, à ce moment-là, je me suis dit ok, je vais encore faire face à ce type de profil de mauvaise foi et de méchanceté gratuite. Donc donc finalement j'ai renoncé à pratiquer le handball. Je lui ai demandé donc si c'était possible de faire du footing, donc en plein air, en hiver. Et voilà, il m'a répété sa requête en me disant que en gros il ne serait pas passé. Donc finalement j'ai renoncé et j'ai pas vraiment renoncé, en fait. J'ai contacté la directrice, etc. Donc actuellement c'est encore un problème qui est d'actualité. Mais voilà, en dehors de ces petits incidents, maintenant que je suis à la fac, en fait, j'ai la chance de pouvoir d'avoir des profs très bons et qui passent en fait au-delà de mon port du voile, etc. Donc je suis redevenue enfin une étudiante normale. Donc les interactions que je peux avoir avec eux ou avec même d'autres élèves passent au-delà de mon port du voile. Alors qu'au lycée, bizarrement, même si je l'avais pas en cours ou dans l'établissement, en fait, j'avais encore l'impression qu'il pesait encore plus. Et voilà, mais je pense que en France, je pense que mon foulard sera toujours montré du doigt tant que en fait, c'est un problème global. Et rien que la dernière histoire avec Decathlon et le fait qu'ils veuillent pas voir des femmes voilées faire du footing montre bien l'état d'esprit, en fait, de la France d'aujourd'hui. Mais je pense pas que ce soit un truc qui touche tout le monde. Je pense qu'on a quand même la chance d'avoir des citoyens qui soient assez réfléchis. Et voilà, donc le quotidien, il est, on va dire, un peu moins cabossé qu'auparavant, maintenant que j'ai dépassé les établissements pseudo-laïques. Mais voilà, il est quand même c'est quand même assez dur au quotidien parce qu'on peut pas passer au-delà de tout ça. Et on peut le voir aussi dans le
j'essaie de ne pas être parano et de ne pas me dire à chaque fois qu'une personne me regarde de travers parce que je porte le foulard, ou à chaque fois qu'une personne passe à côté de moi et crie Allahu Akbar, c'est pas moi qu'elle vise, c'est sûrement, elle a dû, ça doit être un tic ou autre, mais voilà, c'est pesant au quotidien. J'essaie de passer au-delà et de me concentrer en fait sur les personnes qui, comme vous en fait, passent au-delà de tout ça et me considèrent comme une personne normale. Voilà. Alors moi, je pense que le quotidien est assez, je sais pas comment dire, on vit pas tout au quotidien non plus. Moi j'ai vécu finalement, je portais pas le foulard étant jeune, j'étais pas musulmane, donc et puis j'étais pas racisée, donc j'avais vraiment ce vécu finalement intégré, on se posait pas de questions quoi, avec jamais aucune réflexion mal placée qui soit venue. C'est vrai qu'en décidant de porter le foulard, j'ai eu le droit de vivre ces jolies réflexions où on a pu me dire de retourner dans mon pays, où on a pu me dire, me crier les musulmans hors de France, passer à côté en nous criant Allahu Akbar, effectivement. Voilà, j'ai pu vivre ces choses-là. J'ai la chance, je pense, d'être entourée d'une famille qui est très ouverte, qui du coup m'accompagne assez bien et où justement j'ai pas de conflit parce que je pense que j'aurais peut-être vécu les choses autrement, avec moins d'humour. C'est sûr que quand j'étais jeune, donc j'ai envoyé mes CV et j'ai cherché du travail et avec un prénom Marie-Jeanne et une photo dessus, les expériences, c'était très simple pour moi. J'avais toujours des appels, j'avais très facilement du travail. Depuis que je porte le foulard, alors j'envoie quand même des CV, je mets la photo dessus avec le foulard parce que j'ai pas envie d'arriver et devoir encore une fois me justifier ou qu'on me dise voilà, est-ce que vous pourrez enlever ce foulard, est-ce que vous êtes, donc pour être certain, les personnes savent voilà, je porte un foulard. C'est clair que j'ai jamais eu d'appel, j'ai jamais personne qui m'a rappelé depuis avec les CV, on se met automatiquement. Hein. J'aurais aimé reprendre des études. Il y a plein de choses où j'aurais aimé reprendre des études. On le voit, il y a certains endroits où je sais par des connaissances, par des amis, qu'ils n'acceptent pas le foulard. Hein. Alors, quand je vois que les formations ont lieu dans ces lieux-là, je franchis tout simplement pas le cap. Donc après, je le vis pas, le fait justement... alors, j'avais fini mes études quand j'ai choisi de porter... le voile, et je vis pas cette situation, mais automatiquement on se met quand même en retrait, on évite de vivre justement ces situations, on évite d'aller chercher du travail où on sait qu'on va être mis devant tout le monde, on évite d'aller dans les lieux, la piscine par exemple, je sais qu'avec un certificat médical, j'aurais pu accéder à une piscine. Et j'aurais jamais eu le cran. Je sais qu'en Allemagne, à Kiel, je pourrais aller à la piscine avec un burkini. Et simplement, le fait d'y aller, d'être face au regard, c'est dur. Et puis, en fin de compte, on a l'impression de ramer et de se... la vie est plus compliquée. C'est avec un foulard à Strasbourg, en tout cas, la vie est plus compliquée que quand j'en avais pas. Ça, c'est certain. On marche dans la gadoue, quoi. Est-ce que vous pensez que les polémiques visant le port du voile sont le signe d'une islamophobie galopante ou, pour parler plus crûment, le signe d'un racisme amalgamant l'islam et une peau de bronzé mat, quoi? Je suis plutôt blanche de peau, mais oui, je pense clairement que cette polémique, comme j'ai cité plus tôt de Decathlon ou d'autres polémiques, encore avant Nike, quand ils voulaient sortir leur hijab Nike Pro, ils sont aussi fait taper dessus. Je pense que vraiment le fait que ça fasse autant de bruit en France, etc., ça reflète vraiment, en fait, ça fait ressortir un aspect assez négatif et une vision assez fermée, en fait. Et se dire que si une femme veut courir ou faire du sport, on peut pas la laisser avec la tenue qu'elle veut. Donc ça nous a pas suffi de nous bloquer au niveau scolaire, niveau professionnel. Faut que même dans nos loisirs, en fait, on nous impose une certaine tenue et on nous empêche, en fait, d'avoir un certain confort. Donc moi, j'ai arrêté le handball, je fais actuellement de la boxe et j'ai dû adapter à chaque fois ma tenue parce que il faut que ce soit assez ample. En même temps, j'ai pas envie d'avoir trop chaud ou autre. Et donc, en fait, par exemple, dès que Nike a sorti son foulard, je l'ai directement acheté parce que ça m'arrangeait, parce que je fais un loisir et j'aimerais pouvoir m'épanouir dans ce loisir.
Jusqu'à très récemment, je crois la semaine dernière, ils avaient encore interdit aux femmes de porter le foulard en compétition en boxe. Ça a été récemment autorisé au niveau international, donc victoire, petite victoire, mais quand même. Et voilà, mais oui, le fait que ça fasse autant de bruit en France, c'est que ça gêne encore les gens. En fait, je pense même pas que c'est la population vraiment qui est gênée, c'est vraiment au niveau plus haut, donc au niveau étatique, politique, etc. Et en même temps, personnellement, pas que ça m'arrange, mais au moins que ça montre vraiment le vrai visage de ces personnes et le fait qu'elles s'expriment publiquement. Et en fait, elles n'ont pas de raison concrète de nous interdire et d'interdire ce genre d'habits ou de foulard pour le sport ou autre. Ça montre clairement en fait que c'est de la mauvaise foi et que c'est une volonté de bloquer l'islam en France. Moi, c'est ça, au niveau de ces... moi ça a été ces dernières années assez douloureux et c'était difficile d'entendre toutes ces polémiques-là, ces histoires. Alors, de mère qui peut plus accompagner ses enfants à l'école, les études, il faut enlever, peut-être même du coup à l'université. Il y a eu des moments où ils voulaient qu'on retire, enfin, rien que le fait, même si les lois sont pas passées, le fait qu'elles aient leur place dans les discussions, de savoir qu'il faudrait interdire le voile dans la rue. Enfin, il y a un moment où on se dit, mais est-ce que, en tant que musulmane, en fait, on est juste plus française et on n'a plus ces droits-là? On nous répète, par exemple, pour les enfants, que il faut s'investir dans leurs loisirs. Mais en même temps, si on porte le voile, alors il faut pas qu'on s'investisse auprès de nos enfants. Donc, si on sait que c'est censé les faire rater, le fait qu'on s'investisse pas, c'est censé leur faire rater leur scolarité, on peut pas interdire à une partie, enfin, à des personnes d'accompagner. Quand on voit dans la rue, le sport, c'est la même chose. Je pratique un sport. Je faisais énormément de gymnastique quand j'étais jeune. J'ai la chance d'être retournée pour entraîner dans mon club d'enfance, où du coup, on me laisse avec le foulard entraîner. J'aime énormément faire de la gym, donc j'en refais un petit peu de temps en temps. Et puis, c'est clair que le foulard, ça marche pas, quoi. J'étais une fois à Trampoline Park, j'ai eu envie de m'amuser à faire un salto, le foulard il s'envole. ça marche pas. Et puis on se retrouve, bête dans cette situation. Non, mais c'est pour dire que effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de foulard adapté pour le sport, ça ne nous empêchera pas de faire du sport, en fait. Vous nous verrez nous entraîner, vous nous verrez courir dans la rue, vous nous verrez faire du footing. C'est simplement, effectivement, c'est un frein pour que la femme puisse s'émanciper par le sport, puisque c'est ça, hein. Le sport est censé permettre aux femmes de s'émanciper. Donc, toutes ces lois-là, moi, quand je les vois, je me dis, on veut se battre pour que les femmes soient libres, pour qu'elles puissent s'émanciper par le travail et par tout ce qui va avec. Mais si on a choisi d'être musulmane et de porter le voile, en fait, on nous interdit. La solution qu'on a, c'est effectivement d'être à la maison, mère au foyer, quoi. On peut pas aller travailler, on peut pas reprendre des études, on peut pas faire de sport, aller courir, on peut pas accompagner nos enfants à l'école. Enfin, il nous reste quoi? On peut pas les emmener à la piscine. Donc voilà, on peut rester à la maison. Et en fin de compte, non, c'est pas les maris musulmans ou les pères musulmans qui empêchent leurs femmes, ou leurs filles de s'émanciper. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est les lois de la France, la politique. Et comme je disais tout à l'heure, même si les lois ne passent pas, le fait qu'elles soient tellement médiatisées et que les gens les autorisent et que les paroles de racisme envers ce voile soient tellement autorisées et banalisées, on arrive à un point où en fait nous-mêmes on va se mettre en retrait, on va se dire bon, c'est pas la peine, je vais pas aller chercher un travail, parce que finalement quand on voit effectivement H&M, ils ont autorisé les femmes à travailler et elles travaillent, mais ce que certaines se sont pris médiatiquement, il faut avoir la force de l'assumer. C'est quelque chose qui est quand même difficile. Mais comme tu le dis, c'est pas t'as le côté il y a des lois qui sont votées, etc. D'ailleurs par des biais, parfois par exemple le fait de pas porter de niqab dans la rue, c'était censé être pour la sécurité, tu vois. Ouais. Mais même si les lois sont pas votées, le fait que ce soit dans le débat public, ça crée énormément de confusion dans le quotidien des personnes. Et au point où t'as des gens, des restaurateurs qui vont dire en fait vous mangez pas chez nous, des salles de sport qui vont dire non vous pouvez pas venir, des mères qui vont aller au collège, au lycée récupérer un bulletin, on va leur dire en fait c'est interdit dans l'assiette de l'établissement. Et il y a plein de glissements comme ça qui sont vraiment renforcés. Et on sait qu'il y a plein de crispations identitaires à travers l'Europe, que t'as des crises économiques, on a des difficultés à d'autres niveaux. Et alors je sais pas, pareil, j'ai pas envie d'être parano, mais pourquoi est-ce qu'on a finalement les débats qui se réorientent vers la question identitaire, culturelle, c'est quoi les racines de la France, c'est quoi ces débats-là alors qu'on a quand même d'autres choses à régler. Je sais pas trop.
Voilà. Est-ce que vous avez encore un dernier petit point qu'on n'aurait pas abordé? Ou vous pensez qu'on a un peu fait le tour? Un peu, hein. Pas C'est totalement. bon. En tout cas, merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir Merci à vous, invités et accueillis. Parfait. Et de nous avoir donné la parole. Revenez C'est quand une vous première voulez. en France, il paraît. Alors, sans plus tarder, on va laisser la parole à Bokar qui a une chronique à nous proposer. Bonjour, amis auditeurs, bonjour Eric. Ça fait quand même un peu longtemps que j'ai pas proposé de chronique. Ça se voit que vous avez parlé d'émancipation. Je vais aborder un peu dans le même sens. C'est pas tout à fait lié, mais on peut quand même trouver un moyen d'y voir une liaison. Disons que je vais vous parler d'empowerment, le pouvoir d'agir, le terme n'existe pas en français, c'est peut-être pas un hasard. Mais voilà, il y a un conflit permanent entre les individus qui veulent plus de droits et les libertés. Et d'une part, et d'autre part, on a des institutions qui veulent rappeler à ces individus qui ont aussi des devoirs et des obligations que vous n'avez pas que des libertés. Et nous, on est une institution forte. C'est à nous de vous dire comment vous devez vous tenir. Donc, il y a un conflit et au milieu de ce conflit, moi, je me positionne. Je suis pour, bien sûr, les institutions. Ça, on le sait. Et ça m'énerve cette grande injustice envers les élites. Les gens n'aiment pas les politiques. Les gens n'aiment pas les puissances. On n'aime pas les gens riches. Et ça m'énerve. Je me dis, allez, je viens parler. Pour commencer avec les religions sont de plus en plus anathématisées. Les forces de l'ordre n'en peuvent plus. Vous voyez dans les rues ce qui se passe. Nos politiques prennent très cher tous les jours. Et les coupables, ce sont les femmes, les enfants, les pauvres, le peuple, quoi. Concernant l'église, rappelez-vous les propos de l'abbé de la Morandé sur la pédophilie. Le mois dernier, il avait raison de dire ce sont les enfants qui cherchent de la tendresse. Moi, je suis inquiété quand je vois ces enfants qui profitent de la présence des adultes et qui les embrassent systématiquement, les pauvres adultes, dans la bouche en plus, et les soumettant ainsi à la contrainte. Et le pire, c'est qu'ensuite, ils osent porter plainte contre les évêques. Et on parle beaucoup de pédophilie, beaucoup, et il y a personne qui parle de l'évêcophilie, dont peuvent être victimes certaines autorités de l'église, qui ont tellement la main dans les couilles, dans le corps, je veux dire, qu'ils ne peuvent même pas dire non à un enfant en quête de tendresse. Moi, je dis stop à la provocation, voilà. Et c'est pareil pour les adolescents. Je sais pas si vous vous rappelez l'affaire Théo. J'ai envie de dire que c'est une suite logique. En fait, si on n'interdit pas aux enfants d'aller s'asseoir sur les cuisses de prêtres, il ne faut pas s'étonner que plus tard, ils aillent s'asseoir volontairement sur des matraques électriques. Et c'est ce qui s'est passé. Et là encore, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le policier qui essaye de sortir la matraque dans le trou qui est mis en cause, et c'est quand même fou. D'où un ado peut décider de ne pas se soumettre à la violence policière. D'où une femme peut décider de ne pas se soumettre quand l'État dit, portez pas le voile, vous portez pas, et puis c'est comme ça. Et voilà, mais non, les gens veulent plus de liberté, et du coup, ça part loin. Alors, les puissants aussi, vous voyez, les femmes, c'est encore pire. Dans certains hôtels de luxe, qu'est-ce qui se passe? On a des femmes qui font le ménage, et ils font exprès de faire briller le sol, pour qu'il soit glissant, et après les clients ils trébuchent, et quand ils tombent sur les femmes, et du coup il y a pénétration, et après on leur colle un procès. Et je trouve que c'est injuste et c'est tellement cynique. En plus, elles ont bien cherché, ces femmes. Et si on a des enfants comme ça, des femmes comme ça, ça donne quoi? Ça donne un peuple de gilets jaunes. Et voilà. Quelques semaines, les gilets jaunes, parce qu'il faut en parler, je finis par là. Quelques semaines avant leur revendication, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Emmanuel Macron qui sort, je pense que j'avais fait une chronique sur ça, qui leur donne la solution pour que la France soit bien, qui leur dit il suffit juste de traverser la rue et de trouver du travail. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils barrent la rue, et après ils reviennent dire c'est la faute de l'autre, alors que c'est eux, ils barrent la rue, ils n'ont pas de travail, les autres n'ont pas de travail, et là ils disent oui, c'est Emmanuel Macron, et ils viennent se plaindre. Et ce qui m'énerve le plus, ce sont les manifestants qui s'amusent à humer l'odeur nauséabonde des grenades lacrymogènes, tu vois. Et après ils osent dire que les parfums ne sont pas trop à leur goût. Ils veulent quoi? Ils veulent pas ils se disent c'est très épicé. C'est à la limite s'ils demandent de la vanille et de la chantilly, alors que les policiers ils jouent avec les grenades lacrymogènes, le peuple ils n'ont pas à traîner là-bas. Et franchement, tout ça m'énerve, et je me dis que c'est le monde à l'envers, vers où je sais pas, mais ça me rappelle ce que Malcolm X disait: si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et à vous faire aimer ceux qui les oppriment. Voilà, merci. Oui, c'est un peu comme ces manifestants qui connaissent pas le sens de la flashball et qui vont faire une tête avec, quoi. Voilà, pareil, voilà, ça m'énerve. Alors ça commence bien, on a commencé l'émission, on parle d'émancipation, et puis on parle de remettre la masse dessus.
Voilà. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de Strasbourg et d'ailleurs. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page Facebook, de venir nous lâcher un petit like. Et tout de suite, nous allons laisser la place à nos amis d'Africa Move.